Les biothérapies ont été introduites en 1999 dans le traitement des rhumatismes inflammatoires. On considère qu'il y a aujourd'hui en France environ 20% des polyarthrites traités avec ces traitements, soit environ 60 000 malades. L'analyse de la situation avec Xavier Mariette. Si les biothérapies sont si utilisées, c'est effectivement qu'elles sont efficaces. Mais 12 ans après leur introduction, c'est vrai qu'on peut se poser la question sur les essais qui ont démontré l'efficacité. Beaucoup de ces essais ont comparé les biothérapies à un traitement que prenaient les patients et qui était devenu inefficace, qu'est le méthotrexate. Et finalement, il y a eu très peu d'essais qui ont comparé une biothérapie à un autre traitement de fond classique qui pourrait être une combinaison de médicaments, comme par exemple la combinaison méthotrexate, salazopyrine, plaquenil. Et actuellement, il y a 2 essais en cours qui, chez des patients en échec du méthotrexate, ont évalué ou sont en train d'évaluer cette combinaison. Un premier essai suédois qui a été publié et un essai américain qui est en cours. Et on est un peu surpris des résultats qui montrent finalement que cette association de traitement de fond classique pourrait, dans certains cas, faire quasiment aussi bien que la biothérapie. Alors dans certains cas, c'est lesquels? C'est les patients qui n'ont pas ou très peu d'atteinte structurale, c'est-à-dire peu d'érosion sur les radiographies. Alors faut-il traiter tôt une polyarthrite rhumatoïde? Je crois qu'aujourd'hui tout le monde est absolument d'accord, il faut traiter tôt. Je pense que la précocité du traitement, quel qu'il soit d'ailleurs, est un facteur prédictif d'une bonne réponse et probablement d'une bonne qualité de vie au long cours. C'est vrai avec les drogues classiques, avec les DMARDs et les anciens traitements de fond, ça a été démontré déjà par de vieilles études, l'étude FINRACO, l'étude COBRA, et c'est encore plus vrai avec les biothérapies d'aujourd'hui. À ce stade se pose la question de l'intérêt des biologiques en première ligne dès le début de la maladie, avec l'espoir de les arrêter. Il s'agit de stratégies en cours d'évaluation. Jean Sibilia nous parle de l'étude BEST. L'étude BEST est une étude de stratégie thérapeutique en 4 bras qui compare des bras dits classiques de monothérapie et des traitements classiques à des bras dits modernes comme le bras 4 de BEST qui est un bras où on donne d'emblée un anti-TNF. Ce qu'on peut dire dans BEST, simplement, beaucoup d'éléments peuvent être tirés de BEST, mais deux choses simples. Sur le plan symptomatique, c'est pas très différent. Finalement, ce qui compte dans BEST, c'est la stratégie appliquée qui est de voir les malades souvent et de rechercher la rémission complète. Donc finalement, ce qui est le plus important est probablement le contrôle dit serré, le fameux tight control. On voit le malade souvent, on a un objectif qui est la rémission complète et finalement, quel que soit l'outil thérapeutique, classique ou moderne, on arrive au même résultat symptomatique. En revanche, deuxième élément de BEST, quand vous traitez intensif d'emblée le bras 4 qui a d'emblée de l'infliximab et un traitement de fond, d'abord ça va un peu plus vite, c'est clair. Deuxièmement, vous pouvez probablement dans ce bras-là vous permettre d'avoir une rémission complète de qualité supérieure avec l'arrêt des molécules. Et en dernier lieu, vous avez un bénéfice structural, c'est-à-dire de protection radiographique qui est quand même supérieur au bras monothérapie simple. Donc quand même, il y a un bénéfice. Encore faut-il choisir les bons malades pour le bon traitement. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités thérapeutiques, le panel est tellement ouvert, on a tellement de molécules, tellement de possibilités de questions stratégiques qu'il y a un vrai débat qui s'approche de la médecine personnalisée. La question d'une médecine personnalisée est vraiment importante concernant l'utilisation des biothérapies. Elle se pose d'abord pour le choix d'une première biothérapie. Et aujourd'hui, on n'a pas de facteur prédictif de réponse à l'un ou l'autre médicament. Et il faut bien reconnaître que le choix d'une première biothérapie aujourd'hui est essentiellement empirique. Aujourd'hui, il y a des vraies raisons de continuer à utiliser les anti-TNF comme premier choix, parce qu'on a 12 ans de recul, parce qu'on a une excellente efficacité clinique et une excellente efficacité structurale. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas d'échec d'un premier traitement biologique? Et là encore, on n'a pas d'éléments aujourd'hui pour choisir quel sera le deuxième. Il y a un protocole national qui tente de répondre à cette question, qui est coordonné par Jean Sibilia et Jacques-Éric Gottenberg à Strasbourg, qui randomise soit un deuxième anti-TNF, soit le changement de classe thérapeutique. Et puis, il y a aujourd'hui la possibilité de doser le médicament, de doser l'anti-TNF dans le sang et l'éventuelle apparition d'anticorps anti-médicaments dans le sang. Ces éléments biologiques pourront certainement être utiles pour choisir un deuxième biologique en cas d'échec à un premier anti-TNF. En cas, par exemple, d'anticorps dirigés contre un premier anti-TNF, on pourra utiliser un deuxième anti-TNF qui, lui, aura une bonne chance de marcher. Par contre, si votre taux sérique est élevé, s'il n'y a pas d'anticorps, dans ce cas-là, il faudrait mieux changer de classe thérapeutique, puisque ceci voudrait dire que la maladie n'est pas très TNF dépendante. Dernier point, la tolérance. Xavier Mariette fait le point pour nous.
Alors c'est vrai qu'on a maintenant 12 ans de recul pour les anti-TNF, ce qui commence à faire. Et effectivement, les données toutes récentes concernant les cancers sont rassurantes. Il y avait eu une crainte importante en 2006 quand une première méta-analyse des essais contrôlés des anticorps monoclonaux laissait entendre qu'il y avait une augmentation du risque de cancer. En fait, il y a 2 méta-analyses récentes qui viennent tout juste d'être publiées. L'une concerne les essais contrôlés versus placebo, mais avec beaucoup plus d'essais. Et elle ne retrouve pas de surrisque de cancer chez les patients traités par anti-TNF par rapport aux patients traités par placebo. Et puis très récemment, nous venons de publier avec un groupe d'experts européens une méta-analyse, cette fois-ci des registres. C'est intéressant de s'intéresser aux registres parce que cela concerne les patients de la vraie vie, ceux que nous voyons tous les jours dans notre cabinet, sans la sélection des essais contrôlés. Et dans cette méta-analyse des cancers observés dans les registres, eh bien, comme dans la méta-analyse des essais contrôlés, il n'y a pas d'augmentation globalement du risque de cancer anti-TNF, sauf une augmentation modérée du risque de cancer cutané non mélanome, qui est ce qu'on observe avec beaucoup de traitements immunosuppresseurs. Donc globalement, un message rassurant sur les cancers, mais une surveillance de la peau de temps en temps chez ces patients, surtout dans les pays où il y a un fort ensoleillement. Rappelons que du fait du faible risque d'augmentation de pneumonie au début du traitement, 5 infections sévères pour 100 patients traités par an, il est recommandé de vacciner contre la grippe et le pneumocoque.